Merci, M. Boyal. Bonsoir à tous. Pendant qu'on s'installe, j'en profite pour faire un petit retour en arrière de 50 ans. Il y a 50 ans, en 1970, j'étais en première année de faculté de sciences économiques à Lyon 2. Et mon maître Alain Bonafou, qui est là-bas, avait lancé une enquête dans les transports en commun lyonnais. C'était mon premier contact avec l'économie des transports. Et puis quelques temps plus tard, avec Henri Jacot, un autre de mes professeurs qui est ici ce soir. Donc c'est très bien, merci à eux d'être venus, parce que j'ai l'impression d'être encore jeune, presque étudiant, puisque mes maîtres sont là. Et puis j'ai vu dans la salle aussi Philippe Sardin et beaucoup d'autres que j'ai été content de revoir, puisqu'on a oublié de mentionner que le laboratoire, le LET, qui est donc né il y a pratiquement 50 ans, le laboratoire d'économie des transports, qui est devenu laboratoire aménagement et économie des transports, aménagement, économie et transport, est aussi rattaché à l'ENTPE, et pas seulement au CNRS, et à l'université Lyon 2. Donc le titre aujourd'hui, vous le voyez, est assez vaste. Il s'agit de regarder un petit peu dans le lointain, en commençant par regarder dans le passé, et notamment face à un nouveau monde qui s'ouvre devant nous, le monde des contraintes écologiques, le monde du dérèglement climatique. On va procéder dans cette demi-heure en 3 temps. D'abord rappeler d'où nous venons et où nous semblons aller tous. Et là où nous allons, c'est l'hypermobilité, ce qui couvre pas seulement les déplacements, mais aussi un mode de vie hypermobile, notamment avec les nouvelles outils de télécommunication. Et puis dans une deuxième partie, on va volontairement faire de la caricature en opposant 2 mondes extrêmes, les techno-optimistes d'un côté, et puis de l'autre côté, les collapsologues qui nous disent que le monde va s'effondrer bientôt, c'est d'ailleurs prévu en 2030. Et bien évidemment, nous, on va se situer entre les deux, mais plus proche de l'un ou de l'autre côté, ou éloigné des deux, nous verrons. Et puis on terminera par une troisième partie qui sera plutôt une perspective, une conclusion, en regardant de près ce qui se passe sur le climat. Et vous pouvez connaître tout de suite mon idée là-dessus, c'est qu'on nous dit que la mobilité est à l'épreuve du climat, qu'il va falloir changer nos mobilités pour ne pas dégrader le climat. Et je pense que ce qui va se passer, c'est le contraire. C'est que le climat va être à l'épreuve des mobilités parce que c'est elles qui ne changeront pas. Donc vous pouvez dormir maintenant, vous avez la conclusion. Donc, que signifie l'idée d'aller en route vers l'hypermobilité? C'est d'abord de raisonner sur la vitesse physique, qui est quelque chose d'essentiel, puis quelque chose qui est moins connu et qui est plus important, qui est la vitesse économique, et qu'à partir de là, on va voir ce que signifie cette vitesse aujourd'hui dans le domaine des télécommunications. Alors un petit graphique pour faire peur, c'est un graphique log-log, mais peu importe. Ici, vous avez les distances par habitant et par an, et vous voyez que ce n'est pas 10, 20, 30, c'est 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Ça, c'est logarithmique. Et ça, ici, en abscisse, c'est le produit intérieur brut par habitant, la richesse par habitant. Et là, vous avez tous les pays du monde. Ici, vous avez par exemple la Chine. Ici, vous avez les États-Unis. Et c'est sur la période 1960-1990. Donc, Andreas Schaffer, notre collègue de MIT, qui a fait ça, il a mis, vous voyez, les États-Unis, eh bien, tout le monde est sur ce qu'on appelle la première bisectrice. C'est-à-dire, dis-moi quel est ton revenu, je te dirai quelle est la distance que tu fais par an en moyenne. Plus tu es riche, et plus tu te déplaces. Et comme il n'a pas eu peur de faire des extrapolations, ce qu'il ne faut jamais faire, vous voyez, il a tracé des droites de régression, et il dit, ben voilà, tous les pays du monde ciblent ce point. Et ce point, c'est 250 000 $ par habitant et par an, c'est-à-dire 3 fois le revenu du Luxembourg aujourd'hui, pour toute la planète, et 250 000 km par an. C'est-à-dire à peu près 785 km par jour. Donc, si on en croit ce graphique, ben c'est ça, 785 km par jour. Bon. Est-ce que nous allons vers cela? Ben, c'est pas impossible parce que les modes de transport changent. Donc ce graphique-là, qui nous vient d'un autre auteur américain, de 2 autres d'ailleurs, nous montre cette fois en semi-log. Donc ici, vous avez tout le XXe siècle américain, de 1980 à 2000. Et ici, vous avez la distance par jour. Alors, évidemment, c'est une estimation. Ils avaient un point tous les 10 ou 20 ans, et avec ça, ils ont tracé une droite. Donc c'est discutable, mais ça donne une idée. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 km par jour et par habitant aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui,
70. Parce qu'attention, hein, là, on est à 1, 10, et puis après, on est à 100 là-haut. Comment passe-t-on de 4 km par jour à 70 km par jour et par personne? Je précise qu'en Europe, on est plutôt, aujourd'hui, nous, à 40 km par jour en France. Eh bien, on passe parce que la marche à pied, qui faisait l'essentiel de la mobilité, va plafonner, voire décroître. Et puis, ici, on voit le train qui apparaît, qui commence par faire monter un petit peu les distances, et surtout l'automobile. Et on voit que l'automobile occupe la plus grande partie des distances, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait un rationnement du pétrole, ici aux États-Unis, et le ferroviaire a rebondi. Et puis, le ferroviaire a perdu de la place aux États-Unis, et le transport aérien représente déjà, aujourd'hui, à peu près 15 km par jour et par habitant aux États-Unis. Donc, l'hypermobilité, en termes de distance, c'est possible, parce qu'on substitue des modes rapides aux modes lents. On enlève les modes lents perdent de l'importance, notamment la marche à pied, mais on aurait pu mettre aussi la bicyclette, et on voit les modes rapides qui apparaissent. Et si vous basculez du trafic automobile vers l'aérien, avec la même durée du temps de transport, vous pouvez faire des distances beaucoup plus importantes. Donc voilà pourquoi la mobilité peut se développer, et n'oubliez pas que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que la mobilité des Français depuis 10 ans en automobile est pratiquement constante, elle a pu réaugmenter depuis 4 ou 5 ans à cause de la baisse des prix du pétrole, mais si vous prenez le nombre de véhicules, de passagers kilomètres dans les voitures depuis 2002, eh bien, mais divisé par le nombre d'habitants en France, donc ça continue à baisser, ce qu'on appelle le pic car, le sommet du trafic automobile. Mais ça ne veut pas dire que les Français se déplacent moins. Ils se déplacent beaucoup plus, mais en avion et en TGV. Le même Andreas Schaffer a fait 9 ans plus tard, en 2009, cet autre graphique. Alors vous voyez que là, c'est le même que tout à l'heure, mais il n'a plus mis les droites de régression. Parce qu'il fait remarquer en dessous de ce graphique dans son bouquin que atteindre 780 km par jour en 1 heure de temps, parce que le temps de transport ne change pratiquement pas, 1 heure, il faut se déplacer à 780 km/h. Et ça, c'est possible avec un avion en vol. Mais si vous mettez le temps d'accès à l'aéroport, passer les contrôles, sortir, prendre le taxi, etc., c'est pas possible. Et il dit, en moyenne, un Américain qui prend l'avion aujourd'hui, de l'origine à l'arrivée, c'est 250 à 280 km/h de moyenne. Donc s'il doit faire 780 km par jour, c'est 3 heures d'avion par jour, y compris pour acheter son pain, emmener les enfants à l'école. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui nous dit que les courbes ne montent pas jusqu'au ciel, ni en termes de transport, bien que il m'est arrivé certaines années d'activité de faire 120 000 km dans l'année. Vous voyez, on n'était pas très loin de 220 000. Et puis, en termes de revenus, est-ce qu'on va pouvoir augmenter les revenus de l'humanité entière indéfiniment? Donc, ce graphique, il nous dit des choses sur le passé, et il nous dit la projection dans le futur, la simple extrapolation est sans doute discutable. Il faut revenir en arrière. Et c'est exactement ce qu'il disait en 1973, Ivan Illich, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un penseur extrêmement fécond, et qui nous disait déjà en 1973, il y a des seuils de vitesse à ne pas dépasser, parce qu'on va saccager l'environnement physique, et on va en plus creuser les inégalités et l'usure du temps des individus. Donc ça, c'est un bon argument écologique, puisqu'à la fois on prend en compte la collectivité et l'individu. Et on dit quelque chose qu'on peut exprimer comme ça. Ivan Illich, Jean-Pierre Dupuis, qui travaille aussi, qui a travaillé avec lui quelques jours aux États-Unis, disait les Américains achètent des voitures, mais pour payer la voiture, il faut qu'ils travaillent plus. Et tout le temps passé à travailler sert à payer la voiture. Eh bien, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Le pouvoir d'achat a augmenté beaucoup plus vite que ce qu'on dit. Donc, il faut revenir sur les raisonnements d'Illich, mais les désidéologiser. Il faut enlever l'idéologie qui est derrière, qui est une idéologie de finitude. Et c'est vrai que le monde est fini. Mais si on part du principe qu'on est déjà aujourd'hui au monde fini, on va dire que c'est une paresse intellectuelle. Mais cela dit, son raisonnement est tout à fait intéressant, vous allez le voir. Son raisonnement est de dire, au lieu de raisonner sur le coût des transports, ce que nous, économistes, nous appelons le coût généralisé, c'est-à-dire le prix du transport. Vous allez à Paris, 60 € en TGV, mais vous passez 2 heures dans le TGV. Donc, il y a un coût du temps. Mais pour avoir 60 €, ben, si vous êtes payé au SMIC, il faut faire au moins 6 heures.
Donc, un aller en TGV à Paris, ça vous coûte 8 heures. 8 heures pour faire 400 km. Donc, la vitesse du TGV, c'est pas 250 km/h. Parce que c'est 250 pour le coût temporel, mais là, c'est beaucoup moins. Donc, il faut calculer une vitesse généralisée. Combien de temps je mets pour faire le déplacement en fonction de la vitesse physique, et pour faire le déplacement en fonction de mon revenu. Et donc, avec cette notion de vitesse généralisée, on va faire apparaître la notion clé, celle qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, je vais passer là-dessus. Une vitesse, ce n'est pas une moyenne physique, c'est une moyenne harmonique. Je prends volontairement cet exemple. La dernière fois que j'ai grimpé le Galibier, je suis monté à 10 km/h, ce qui, vu mon âge et mon poids, était déjà une performance, je dois vous le dire. Et après, évidemment, toujours vu mon poids, je suis descendu à 60 km/h, 14 minutes pour 14 km. Donc en descendant, j'avais que ça à faire, je faisais un calcul. Tu es monté à 10, tu es descendu à 60, 60 plus 10, 70, tu as fait 35 de moyenne dans le Galibier. Et là, je me disais, mais c'est du Tour de France, ça. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est 2, parce qu'il y a l'aller et le retour, 1 divisé par 10 plus 1 divisé par 60. Et ça ne fait pas 35, ça fait 16. Voilà. 16 km/h dans le Galibier, c'est pas si mal. Bref, la vitesse généralisée, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour faire cette moyenne des vitesses temporelles et des vitesses économiques, je prends une moyenne harmonique, là c'est 1, parce qu'il y a un déplacement à Paris, divisé par 1 sur la vitesse, qui est donc ici par exemple 200 km/h, et divisé par le coût au kilomètre du train ou de l'avion, et combien ça me rapporte de travailler W pendant 1 heure. Le résultat, c'est que si vous prenez une vitesse de 100 km/h et qui vous coûte 20 centimes par kilomètre, c'est à peu près le prix d'une petite voiture aujourd'hui, ça vous coûte 20 centimes du kilomètre, tout compris. Et puis vous gagnez 10 € de l'heure comme un smicard, eh bien votre vitesse généralisée est de 33 km/h. C'est beaucoup mieux que le vélo. Hein. C'est pour ça que la voiture a eu beaucoup de succès. Elle coûte cher, mais elle va beaucoup plus vite que le vélo. Parce que le vélo, en vitesse généralisée, il est aux alentours de 15 km/h. Mais si on double la vitesse physique, et on dit, voilà, l'obsession de la vitesse, je vais pouvoir aller à 200 km/h, eh bien votre vitesse généralisée passe seulement à 40 km/h. Alors que si vous doublez la vitesse économique, c'est-à-dire que le coût de transport, au lieu d'être de 20 centimes, il est de 10 centimes. Eh bien, votre vitesse est de 50 km/h. Et voilà l'enseignement clé. Et là, vous pouvez à nouveau vous rendormir. Ce qui compte dans le monde moderne, ce n'est pas la vitesse physique, pas seulement la vitesse physique, c'est la vitesse économique. Et c'est en fonction de cette vitesse économique que les évolutions se font et que les décisions publiques doivent se prendre. Donc voilà, il faut bien retenir ça. Et si vous voulez comprendre ce que ça signifie, du point de vue théorique, on regarde ce graphique, c'est la vitesse généralisée de différents modes de transport, la voiture avec une personne, avec 3 personnes, le TGV, l'avion, le bus, en fonction du revenu des gens. Parce que la vitesse généralisée, elle augmente quand votre revenu augmente. Parce que V est stable, K est stable, vous augmentez W, donc automatiquement la vitesse augmente, puisque c'est le dénominateur du dénominateur. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Si votre valeur du temps, si votre revenu est de 5 € de l'heure, c'est la moitié du SMIC, eh bien, bien sûr, la vitesse généralisée de la voiture est faible, mais celle de l'avion et du TGV également. Mais quand vous passez à 30 € de l'heure, ce qui est beaucoup, 3 fois le SMIC, eh bien, vous voyez que la vitesse généralisée de l'avion explose. Et là, vous comprenez le succès du transport aérien et du TGV en France, mais du transport aérien partout ailleurs, y compris en France. Je vous rappelle que depuis 10 ans, le transport aérien en France fait du 4% de plus par an, le TGV fait en moyenne 1 ou 2%. Et la voiture, on l'a dit, régresse. Donc, la fringale de vitesse, elle vient non pas du fait seulement que des techniques existent pour aller vite, mais essentiellement du fait que nous nous enrichissons. Et parce que nous nous enrichissons, nous avons tendance à apprécier la vitesse. Donc, le cœur du problème, le cœur de notre raisonnement aujourd'hui, ce sera bien non pas la vitesse physique, mais la vitesse économique, c'est-à-dire l'inverse du rapport, W sur K. Donc, combien je gagne, et avec ça, combien je peux acheter de kilomètres de transport. Donc, l'idée, c'est que voilà, vous avez la vitesse économique de la voiture aujourd'hui, pour un smicard qui va gagner net 8 € de l'heure, un peu plus que 8 €, c'est 32 km/h. Et s'il prend l'avion, c'est 160 km/h. Parce que l'avion, aujourd'hui, c'est 5 centimes du kilomètre.
alors que la voiture, c'est plutôt 20 ou 25. Donc on comprend pourquoi aujourd'hui, même des personnes payées au SMIC peuvent, une fois de temps en temps, prendre un avion, en oubliant la honte de voler, comme on dit le Flixam aujourd'hui, tout simplement parce que c'est extraordinaire. Vous pouvez, pour 80 € aller-retour, faire un Lyon-Rome, c'est moins cher que de faire un Lyon-Paris en TGV. Donc on comprend ce qui est en train de se passer avec l'avion aujourd'hui et qui fait que c'est un succès extrêmement important. Alors, est-ce que ça va continuer? Oui, voilà, c'est bon. Donc ici, vous voyez quelque chose qui n'est pas connu, le fait que la vitesse économique de la voiture a énormément augmenté, puisque un smicard en 1960 devait travailler 40 minutes pour acheter 1 litre d'essence, et aujourd'hui, il doit travailler un peu moins de 10 minutes. Alors après, de temps en temps, il y a un petit coup ici en 2018-19 qui explique les gilets jaunes. Mais il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il fallait travailler 3000 heures pour un smicard, enfin, un smicard plutôt en 60, pour acheter une voiture neuve, une petite voiture neuve, une 2 chevaux, et qu'aujourd'hui, on est à moins de 1000 heures par an, moins d'une année de travail. Donc vous voyez bien que le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acheter de la mobilité, ne cesse d'augmenter, et que c'est principalement cela, le problème des sociétés modernes. On va le voir tout à l'heure avec les collapsologues. Le problème des sociétés modernes, c'est l'abondance. Ce n'est pas la pénurie. Ce n'est pas en parlant de pénurie qu'on règle les problèmes liés à l'abondance. Voilà, des chiffres sans doute qui vont... Heureusement que vous êtes assis parce que vous allez être très surpris. Dépenses de carburant des ménages, les ménages uniquement, qui achètent du carburant, 35 milliards en 2007, 36,9 milliards en 2017. C'est passé de 3 à 2,3% du budget des ménages. Donc le poids des achats de carburant automobile dans le budget des ménages ne cesse de diminuer. Évidemment, quelques gilets jaunes peuvent contester cela, mais voilà, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est pas moi qui les ai inventés. Alors c'est vrai qu'en 2018, ça a réaugmenté un tout petit peu, mais ça a rebaissé ensuite. Et regardez ce qui s'est passé ici. Les dépenses pour le transport aérien sont passées de 0,5 à 0,7% du budget. Donc elles ont augmenté plus vite que le budget des ménages. Donc voilà, ça c'est l'illustration du graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. On substitue du transport aérien rapide à du transport automobile, qui est finalement relativement lent, surtout en zone urbaine. Donc on a bien présenté la vitesse physique et la vitesse économique. La vitesse physique d'abord et la vitesse économique ensuite. Voyons ce que ça veut dire dans nos modes de vie quotidiens. Parce qu'il n'y a pas que la vitesse des transports. Donc la mobilité, comme on l'enseigne dans mon laboratoire depuis 50 ans, c'est pas seulement le transport. Le transport n'est simplement qu'un moyen de mettre en connexion ce qui compte. On ne se déplace pas pour le plaisir, enfin, de temps en temps, mais c'est rare. On se déplace pour aller dans un lieu, et à ce lieu est attachée une activité. Et donc quand on parle de mobilité, on ne parle pas seulement de transport, on parle bien de tout ça, de l'ensemble de ces trois choses. Et cet ensemble-là a aussi été révolutionné depuis quelques années par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc le résultat, c'est l'intensification de nos modes de vie, pour une raison très simple, encore une fois, vous allez dire que je radote, c'est parce que nous sommes riches. Et être riche, ça veut dire qu'on a un problème de rareté qui est de plus en plus aigu, et ce problème de rareté, c'est la rareté du temps. Ça, c'est le discours de Gary Becker, prix Nobel d'économie, qu'il a fait en 1992 à Stockholm, où il explique que la contrainte fondamentale est la rareté du temps. Et que même si nous avons à notre disposition de plus en plus de biens et de services que nous pouvons acheter, consommer, voir, etc., voir, par exemple, vous avez 50 chaînes de télévision disponibles, vous ne pouvez pas voir 50 programmes à la fois. Donc notre problème, c'est bien la rareté du temps qu'il faut gérer, et on a trouvé une solution pour ça, qui s'appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, pour comprendre le problème du transport dans la vie, et le problème de l'ensemble des communications, il faut comprendre que nous fonctionnons, nous individus, comme des êtres qui essayent de maximiser, de rationaliser des choix, et on essaye de rationaliser le ratio entre utilité d'un déplacement et son coût, ou utilité d'une connexion Internet et son coût. Et donc, ce que l'on compare, ce sont des activités qui sont localisées. Là, j'ai ma famille qui habite, ou là, j'ai des amis, là, j'ai un boulot, là, il y a l'hôpital, ou l'école de mes enfants. Et je vais comparer ça avec le coût monétaire et temporel pour aller à cet endroit.
quand votre revenu augmente, si l'utilité d'un déplacement augmente plus que le coût temporel, lui, il peut augmenter, ou le coût monétaire. Mais si ce coût augmente moins que n'augmente l'utilité, les déplacements augmentent. Et ça, c'est bien un problème de riches. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le coût des transports en disant « Ah, c'est cher d'aller à Paris ». Ah oui, c'est cher d'aller à Paris, mais si votre revenu a augmenté, et si à Paris, il y a des choses tout à fait passionnantes à voir, eh bien, vous allez y aller. Et donc, ce qui se passe, ce qu'on appelle, nous, la conjecture de Zahavi, c'est que dès que vous donnez de la vitesse aux individus, ils ne vont pas passer moins de temps dans les transports, ils vont augmenter la distance. Donc, on vous dit, vous allez gagner du temps avec les ordinateurs ou avec un TGV, mais en fait, vous n'allez pas passer moins de temps dans les transports. Vous allez profiter de ce gain de temps pour voir des choses plus importantes, ce qu'on appelle, nous, la préférence pour la variété en économie. Donc, le résultat de tout ça, c'est bien connu, c'est que les nouvelles technologies, la révolution numérique, a réduit à très peu de choses le coût des télécommunications. Donc, tout ce qui se numérise peut s'échanger instantanément, donc c'est un transport à coût zéro. Et vous pouvez transporter tout un tas de choses à coût zéro sans vous déplacer. Donc vous pouvez faire de l'omniprésence et de la coprésence, vous pouvez faire du télétravail à la maison, vous pouvez faire de la pluriactivité. J'espère qu'il n'y en a pas déjà la moitié d'entre vous qui est en train de vérifier ses emails. Voilà. Et donc on s'aperçoit que c'est exactement comme dans le domaine des transports. On vous dit que vous allez avoir un téléphone portable pour gagner du temps, mais vous y passez 2 fois plus de temps que d'habitude. Et vous le reprochez à vos petits-enfants ou à vos enfants quand ils sont à table, devant le téléphone. Vous le reprochez à vous-même quand vous prenez votre téléphone au lieu de parler à votre épouse. Bref, voilà. Donc la mécanique fondamentale, c'est bien la mécanique de l'abondance, abondance de sollicitations possibles, abondance de revenus possibles, face à un temps qui est limité. Donc le résultat de tout ça, le résultat de la vitesse physique et de la vitesse économique, c'est l'augmentation des distances parcourues, pas du temps de transport, qui reste à peu près d'1 heure par jour, mais et le résultat de l'abondance liée de la révolution numérique, c'est tout simplement l'intensification des programmes d'activité. Ce que certains appellent l'accélération, Helmut Rosa et quelques autres, mais cette idée est fausse. Le temps est le même, le temps s'écoule exactement de la même façon aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. La flèche du temps n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est notre façon de voir le temps. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous passons moins de temps. Les Français, il y a 50 ans, allaient en vacances dans un camping où ils restaient 3 semaines. Eh bien aujourd'hui, ils vont plus loin, ils y vont plus vite, ils restent moins longtemps, mais ils partent plus souvent. Donc on fractionne les activités, tout simplement pour lutter contre la baisse de l'utilité marginale.